Le 27 août 1859, à Titusville, en Pennsylvanie, pour la première fois au monde, du pétrole jaillissait d'un puits, foré à 20 mètres de profondeur par le colonel Erwin Drake, sur les bords de l'Oil Creek, une rivière polluée d'huile noire. On fore à présent à plus de 4000 mètres de fond. Et 125 ans après l'exploitation artisanale de Drake, l'industrie du pétrole est devenue la première industrie de l'univers. De l'équateur aux glaces polaires, on pompe, on traite, on transporte du pétrole. Les plus gros bateaux du monde sont des pétroliers. En 1900, l'or noir assurait moins de 4% des besoins mondiaux en énergie. Il couvre aujourd'hui 40% de ceux-ci. En dépit d'une régression de sa consommation, le monde brûle encore chaque année près de 3 milliards de tonnes de produits pétroliers, dont 8 compagnies à elles seules fournissent plus de la moitié. 8 des 10 entreprises les plus riches du globe sont des compagnies pétrolières et 4 sont américaines. Aux États-Unis, sur les 10 sociétés industrielles faisant le plus gros chiffre d'affaires, 7 sont des groupes pétroliers. Enfin, toutes catégories confondues, la société la plus puissante du monde est Exxon, avec un chiffre d'affaires de 108 milliards de dollars par an, 168 000 employés, dont 12 000 chercheurs, répartis dans plus de 500 filiales, elles-mêmes implantées dans 100 pays. En 1982, les bénéfices d'Exxon ont dépassé les 4 milliards de dollars. Si depuis 20 ans Rotterdam est le premier port du monde, c'est avant tout parce qu'il en est aussi le plus grand port pétrolier, avec la plus forte concentration mondiale de raffineries, d'usines pétrochimiques, de réservoirs de stockage. 142 millions de tonnes de pétrole y arrivent chaque année. Ces cuves géantes peuvent entreposer 33 millions de tonnes de produits pétroliers et ces raffineries traiter 100 millions de tonnes de brut. L'aventure commença aux États-Unis quand le financier Townsend lut un rapport publié en 1855 par Benjamin Silliman, professeur à Yale College, et qui prônait le pétrole pour remplacer l'huile de baleine. Celle-ci était jusque-là utilisée dans les lampes de mineurs et se faisait rare. Avec les commanditaires de Silliman, Townsend fonde alors une compagnie, la Seneca Oil, et engage Edwin Drake, un ancien conducteur de train, pour explorer les terrains qu'ils ont acquis à Titusville. Drake s'adjoint William Smith, dit Uncle Billy, forgeron et puisatier de génie. Celui-ci crée tout l'outillage nécessaire au forage, tubes, derricks et le trépan qu'actionne un moteur à vapeur. Mais les éboulements se succèdent. L'argent manque. La décision vient d'être prise de tout arrêter quand le 27 août 1859, le trépan plonge dans une crevasse. Dans la nuit, le pétrole jaillit. Drake a réussi. La nouvelle de la découverte de Drake déclenche une vraie ruée vers l'or noir. La vallée de l'Oil Creek se couvre de puits forés avec des moyens de fortune. On stocke le pétrole dans des cuves de bois qui fuitent partout. Le gâchis est énorme. Drake a foré d'autres puits, mais son manque de sens commercial l'éliminera bientôt de la course. Sur les rives de l'Oil Creek et bientôt sur celles de l'Allegheny, des forêts de derrick remplacent les arbres. On achète à tout prix. Payé 25 000 $ en 1860,
une concession se revend 1,5 million 3 ans plus tard. Un an après Drake, déjà 74 puits crachent un flot d'or noir. Mais nul n'est capable d'en contrôler le débit. En 1864, leur production atteint 1 million de litres par jour. Les premières raffineries surgissent rudimentaires. Il y en a 15 fin 1860, 4 fois plus 3 ans plus tard. Faute d'organisation, le marché est chaotique. Coté $20 en 1860, le baril de 159 litres qui sert d'unité de mesure tombe à 10 cents l'année suivante. D'éphémères villes de bois poussent en quelques semaines. Oil City, Petroleum Center. En 5 ans, Titusville passe de 400 à 10 000 habitants. La plus étonnante de ces villes champignons est Pitt Hall. Elle surgit du néant en 1865. En 1866, elle compte 20 000 âmes, 50 hôtels, un opéra. En 1877, il n'en reste rien. Comme jadis dans l'Ouest, la vie est rude, violente. Ici, la loi c'est mon colt et la seule sentence, c'est la mort, clame Drake. Pour forer encore plus vite, le colonel Roberts invente en 1865 une torpille bourrée de nitroglycérine qu'on lâche dans le tube de forage. Explosant en fin de course, elle fissure les roches trop dures. Roberts fera fortune. Les foreurs trop pauvres versent directement la nitroglycérine dans leur tube. En heurtant le fond, elle éclate. Des voiturettes spéciales livrent à domicile le dangereux explosif. Mais il suffit d'un chaos trop rude pour pulvériser charrette, cheval et conducteur. Les catastrophes d'ailleurs sont monnaie courante. Inondations meurtrières dues à l'éventrement sans contrôle du relief, explosions, incendies gigantesques provoqués par l'emploi d'explosifs ou de moteurs à vapeur au milieu d'installations en bois imbibées de pétrole par des jaillissements non maîtrisés. La sécurité est nulle, les moyens de sauvetage dérisoires. Malgré les fluctuations et l'anarchie de ses prix, le pétrole compte ses premiers millionnaires en dollars dès 1865. L'un des plus pittoresques est le pseudo-colonel Carter, un simple tailleur que l'or noir a enrichi en quelques années. Depuis 2 ans, la voie ferrée relie Cleveland, capitale de l'or noir, au réseau de l'Est. Elle traverse toute la zone du pétrole et sur son tracé pousse les raffineries. Mais une rude concurrence menace ces wagons-citernes en bois. En 1865, Samuel Van Sickle construit le premier oléoduc du monde qui relie Pitt Hall au chemin de fer et débite 13 000 litres à l'heure. D'autres industriels l'imitent. Un réseau de pipelines couvre la région, se prolonge bientôt jusqu'aux raffineries, malgré les sabotages et les attaques des camionneurs menacés de chômage. C'est à cette époque qu'un commerçant de Cleveland, étriqué au moral comme au physique, John D. Rockefeller, commence à s'intéresser au pétrole. Il est né à Moravia, dans l'État de New York, en 1839. Son père, escroc, usurier, vendeur de potions magiques aux Indiens, est un calviniste rigoureux, bien qu'inculpé de viol et de bigamie. Il n'hésite pas à voler les économies de son propre fils et le maintient comme sa nombreuse famille sous une poigne de fer. Déjà, la sœur de John Rockefeller dit de lui « Quand il pleut du porridge, vous trouverez toujours son bol tourné du bon côté ». À 13 ans, il quitte l'école et débute comme livreur dans les rues de Cleveland avec une charrette à bras. Sa seule distraction est l'église. Sa vie durant, il fera don de 10% de ses gains aux œuvres pieuses. À 16 ans, il est comptable à $600 par an chez des courtiers en grains. Ses patrons lui refusant une augmentation, il emprunte $1000 et fonde sa propre affaire. Il s'occupait de négoces en général dans la région de Cleveland, en Ohio. Il vendait du blé. C'était un commerçant né. Il comprit vite ce qu'allait devenir le pétrole dans ce pays et dans le monde. Et il se lança dans la course avec une seule idée, contrôler tout ce qu'il pouvait. Avec 2 associés, Clark et Andrews, il ouvre une raffinerie, en rachète d'autres.
La guerre de sécession leur fait gagner beaucoup d'argent. Les fûts en bois coûtent cher. Rockefeller crée sa propre tonnellerie, économise ainsi $1,50 sur chaque tonneau. Mais il a contracté $100 000 de dettes. Affolé, Clark vend ses parts, Rockefeller les lui rachète aux enchères. Il emprunte encore et devient le plus gros raffineur de Cleveland. Les secteurs dont il voulait se rendre maître étaient le raffinage et la distribution. Pour y parvenir, il lui fallait d'abord prendre le contrôle du transport du pétrole des puits aux raffineries. Très tôt, il comprit que dominer les chemins de fer, c'était dominer la situation. Rockefeller s'associe avec Henry Flagler, très lié aux chemins de fer. Contre garantie de louer 60 wagons-citernes chaque jour et de n'user d'aucun autre moyen de transport, Flagler obtient un tarif préférentiel secret, $1,30 le baril au lieu de $2. Le transport par train de son pétrole lui coûtait moitié moins cher qu'à ses rivaux. Rockefeller étendait son empire en cassant les prix pour écraser ses concurrents et les mettre à sa merci. Il ira même jusqu'à ruiner son propre frère Frank, coupable de s'être associé à un adversaire. Les chemins de fer aidaient ainsi efficacement Rockefeller à écraser ses concurrents, à les éliminer, à les acculer à la faillite, de telle sorte qu'ils pouvaient alors racheter à bas prix leurs entreprises. Il disait aux compagnies, « Je vous garantis un fret très important, mais je veux un tarif très bas. » Les chemins de fer acceptaient. Rockefeller leur ôtait tout souci de chercher eux-mêmes des chargements. En revanche, lui payait le transport de son pétrole beaucoup moins cher que ses concurrents. C'était un atout énorme pour lui. Il obtint même des avantages encore plus diaboliques. Non seulement lui payait moins cher, mais il persuada les chemins de fer de surtaxer les chargements des petits producteurs. Le 10 janvier 1870, 7 ans après ses débuts, Rockefeller fonde la Standard Oil Company, une société par action au capital d'$1 million dont il s'octroie 27% des parts. Rockefeller force alors les compagnies ferroviaires ruinées par une concurrence insensée à adhérer à un cartel clandestin des grands raffineurs qu'il contrôle. Il obtient d'elles d'énormes rabais occultes. Le scandale éclate, l'État dissout le cartel, impose l'égalité des tarifs. Trop tard, en 3 mois, Rockefeller a ruiné nombre de producteurs et mis la main sur 22 des 25 raffineries de Cleveland, le quart du potentiel américain.